Bon, merci. Et donc, je vais dire deux mots maintenant de cette section romaine à Rome, puisque entre le décret du 25 mars 1873, que nous citons et recitons aujourd'hui, signé par donc le président de la République, et celui du 20 novembre 1875, qui est le premier règlement relatif à l'école française de Rome, signé cette fois-ci par le président MacMahon, est créé sous la direction d'Albert Dumont, comme on l'a plusieurs fois déjà rappelé ce matin, un nouvel établissement qui comporte, en 1875, donc deux catégories de membres, dans l'article 2. Les membres de première année de l'école d'Athènes, donc dans la continuité de la section romaine, et les membres propres de l'école de Rome. 2 années s'écoulent donc entre une section romaine, comme vient de nous le préciser Véronique, qui accueille des Athéniens en formation avant de rejoindre la Grèce et l'Orient, et un texte qui donne toute légitimité, je dirais, à des membres propres à l'école de Rome. Cette double appartenance, en fait, des membres d'Athènes et puis des membres propres de l'école française de Rome, on voit que c'est un temps qui ne dure pas, comme Véronique l'a indiqué tout à l'heure, puisque très vite, les Athéniens vont se passer de ce séjour romain. Quand ils ne s'en passent pas, ils resteront rattachés à l'Académie de France à Rome et donc n'habiteront pas l'école française de Rome à proprement parler. Merci beaucoup. J'emprunte ici le mot de section romaine au décret intermédiaire, celui du 26 novembre 1874, relatif, donc, comme celui de 1873 à l'école française d'Athènes, et plus particulièrement à son article 9, qui dit « La section romaine de l'école d'Athènes prend le titre d'école archéologique de Rome. Le sous-directeur de l'école d'Athènes ajoute à ce titre celui de directeur de l'école archéologique de Rome. » On trouvera aussi dans d'autres sources, dans des correspondances, des notes, des rapports qui entourent l'initiative de 1875, un autre mot, le mot de succursale, qu'on reprend aussi quelquefois pour désigner cette section romaine. J'y reviendrai tout à l'heure, l'usage de l'un ou de l'autre mot n'est pas tout à fait indifférent. Et vous comprendrez pourquoi j'ai préféré celui de section romaine, en appuyant en plus sur des textes. Mais notons au passage que ce décret n'innove pas seulement au sujet de la section romaine, donc, mais restructure aussi, comme Véronique vient de le dire, l'école française d'Athènes et ses perspectives par rapport aux années précédentes, avec un patronage scientifique réaffirmé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et puis un examen d'entrée des membres qui sont reçus pour 3 ans, y compris l'année de séjour à Rome, prévue dans le décret de 73, et un recentrage sur la section des lettres, puisqu'il y a 3 sections à l'origine. Alors avant d'en venir en quelques remarques sur les circonstances de la création de cette section et sur sa trajectoire, donc 73-75, en particulier avec quelques mots sur son insertion dans les milieux romains, je voudrais revenir dans un premier temps sur la photographie que nous avons choisie pour la couverture, ou l'affiche plus exactement, de notre programme, c'est-à-dire les hommes qui ont animé la vie scientifique de l'école romaine avant l'école de Rome, même si cette expression aussi, école de Rome, d'ailleurs qui est quelquefois partagée avec l'Académie de France à Rome, qui crée quelquefois des ambiguïtés aussi, est une appellation qu'on lui a vite attribuée, et avant même le décret de 1875. Donc, quelles étaient ces promotions avant que l'école française de Rome ne devienne un établissement en soi à partir de la fin de l'année 1875 ? Car cette photographie, qui est la plus ancienne que nous ayons, des photographies dans nos archives, à l'école française de Rome, se trouvait même jusqu'à une date récente au mur du bureau du directeur, comme un rappel de ces premiers temps. Eh bien, nous la voyons souvent, mais je doute en fait que, même en la voyant si souvent, il soit bien à la connaissance de tous
qui se trouve sur ce portrait. On pourrait faire un petit quiz d'ailleurs dans l'Assemblée, ça serait amusant, pour savoir qui reconnaît qui. Alors, qui voit-on sur cette photographie? Une photographie qui est prise dans les jardins de la Villa Strozzi, où se trouve, et j'y reviendrai, cette section romaine, ces premiers logements à Rome, en 1874-1875, puisque là c'est la promotion, donc 1874-1875 que l'on voit sur cette photographie. Là vous les voyez mieux et donc vous allez tous les reconnaître, de gauche à droite. Donc on y va. Alors, le plus facile à reconnaître, c'est celui qui est au centre. Voilà, c'est Albert Dumont. Albert Dumont, élève donc de l'École normale supérieure, reçu premier à l'agrégation d'histoire, était membre de l'EFEA de 1864 à 1868, et il a alors une trentaine d'années. Ce qu'il faut penser, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas bien compte à cause de, j'allais dire, des usages, des apparences et des styles de cette époque, de la fin du XIXe siècle, mais tous ces hommes sont très jeunes, tout à fait très jeunes. Il a alors donc une trentaine d'années. En 1867, alors qu'il est membre de l'École française d'Athènes, il est doyen des membres, et c'est ce qui l'a amené à assurer l'intérim de direction de l'École française d'Athènes à la mort d'Améthée d'Avluy, le premier directeur de l'École française d'Athènes, avec un très long directorat de 46 à 67, le 21 avril 1867. Donc c'est un très jeune homme, mais qui a déjà beaucoup d'expérience. Et il a assuré cet intérim avant dont la nomination d'Émile Burnouf, qui a succédé à Davluy en novembre. Alors, il s'installe à Rome en 1873 et il est en effet, comme on vient de le dire, officiellement chargé par l'arrêté du 1er avril 1973 du cours d'archéologie que doivent suivre les membres de l'école d'Athènes à Rome. Et par arrêté du 24 juin, lui accorder le titre de sous-directeur de l'école d'Athènes. C'est un titre d'ailleurs qu'il attendait avec un peu d'impatience. Il se fit l'ardent promoteur, c'est ça qui nous intéresse du point de vue romain, vraiment l'ardent promoteur de cette section romaine. C'est lui qui lui créa une place dans le milieu des savants italiens et étrangers, car Rome était dans ces années un des plus grands centres de l'érudition en Europe. Alors que Émile Burnouf, directeur de l'École française d'Athènes, voyait dans la succursale romaine une finalité exclusivement athénienne, c'est-à-dire cette formation précédant les expéditions à mener en Grèce et en Orient, Dumont se montra favorable à, je le cite, des membres spéciaux à Rome qui feraient des travaux romains, avec l'idée toujours toutefois, je le cite encore, que les deux écoles n'en forment qu'une. Je le cite dans un courrier envoyé, enfin plusieurs courriers, deux courriers en fait envoyés à Burnouf en janvier-février 1875. Alors sa mission romaine, on le sait, s'acheva en 1875 puisqu'il est nommé le 19 août de cette année-là directeur de l'École française d'Athènes, tandis que Burnouf n'obtient pas son renouvellement. Et c'est donc le premier directeur, ce n'est pas lui, je dirais, comme premier directeur de l'École française de Rome, mais Auguste Geoffroy, qui va prendre les rênes de l'établissement autonome à partir de novembre et s'installer au Palais Farnèse en décembre 1875. Mais il était soucieux, c'est un point sur lequel je voudrais insister, de trouver à l'École de Rome une localisation propre, en dehors de la dépendance d'une autre institution comme l'Académie de France à Rome. Car c'est dans un premier temps, on l'a vu, et poursuivant une tradition qui était déjà bien installée, auprès de l'école de l'Académie de France à Rome, que séjournent les Athéniens, donc en 1873, qui viennent faire leur séjour à Rome. Finalement, ce décret de 73, en créant un séjour d'1 an à Rome, et non plus seulement de 3 mois en première année pour les Athéniens, ne faisait que prolonger et institutionnaliser une pratique plus ancienne. L'article 5 de l'ordonnance du 11 septembre 1846, le texte fondateur de l'École française d'Athènes, indiquait pour les membres qui se rendraient donc à destination en passant par l'Italie, qu'ils y resteraient 3 mois répartis entre Rome, Florence, Naples et la Sicile. Et à Rome, ils seraient hébergés à la Villa Médicis, placés sous l'autorité de son directeur. Sur le point de signer le décret de mars 1873,
Adolphe Thiers écrivit à son secrétaire quelques jours avant, et il écrit « Je vais signer le décret, mais il reste pour moi une question. Laissera-t-on ces jeunes gens errer dans Rome, et ne serait-il pas bon de les comprendre dans les élèves de l'école de Rome, donc l'Académie française à Rome, et soumis à la même discipline ?» Donc il y a cette inquiétude quand même qu'on va envoyer des jeunes gens, et au lieu de les amener très vite à Athènes, où ils vont être quand même encadrés, on va les laisser divaguer pendant 1 an sur le territoire romain et le territoire italien. Les Athéniens seront donc, c'est l'article 4 du décret du 25 mars 1873, je cite, « comme par le passé, logés à la Villa Médicis, mais enfin pour bien plus de temps, pas seulement pour quelques mois, soumis au règlement de l'école et placés sous l'autorité du directeur de l'Académie de France. » Dans son rapport au ministre du 29 juin 1874, au bout d'une année donc d'existence de ce séjour romain, Dumont se félicitait de cet arrangement. Il écrit « La moitié de l'école, c'est-à-dire les membres les plus jeunes, habitent à la Villa Médicis. Il y a là entre eux et les pensionnaires un échange d'influence aussi profitable aux beaux-arts qu'à la science. » C'est un point qui n'a pas perdu de son actualité, dont pourrait nous parler Nancy avec à la Casa de Velasquez, les 2 sections artistiques et des sciences humaines et sociales. Des liens existaient aussi depuis plusieurs années dans l'autre sens, puisque la section des beaux-arts de l'École française d'Athènes, et cela jusqu'au décret du 26 novembre 1874, et même au-delà, même si on est recentré alors sur une section, était composée, Véronique l'a dit aussi tout à l'heure, des pensionnaires de l'Académie de France à Rome, envoyés en Grèce, cette fois-ci, continuer leurs études. Dumont était donc à l'Académie de France à Rome, en pays connu. D'autant plus qu'il était très lié avec Jules Chaplin, sculpteur et graveur de médailles de 3 ans son aîné, pensionnaire à la Villa Médicis en 1864-1867, c'est-à-dire les années grecques de Dumont, et vous voyez bien là les interrelations qui se créaient. Ils furent du reste ensemble missionnés par le ministère de l'Instruction publique pour l'étude de vases grecs peints en 1870, donc une fois sortis de cette formation. Une collaboration qu'ils reprennent après la guerre franco-prussienne qui déboucha donc sur des publications communes dans le Journal des Savants en 72-73, peu avant que le 11 août 1874, Jules Chaplin n'épouse Marie-Louise Dumont, la sœur cadette d'Albert. Nous conservons, Véronique l'a rappelé tout à l'heure aussi, dans le Salon Rouge de l'École française de Rome, au Palais Farnèse, le buste d'Albert Dumont, réalisé en 1884 par Jules Chaplin et par Charles Gruet, fondeur dépôt du Fonds national d'art contemporain depuis 1886 à l'école. Toutefois, bien que Dumont assurément se trouvait bien à l'Académie de France à Rome, il ne logeait pas lui-même, mais enfin trouvait bien cet arrangement, il s'attacha à trouver très vite, pour la section romaine, un lieu propre. Premier pas vers une plus grande indépendance, hors de l'autorité du directeur de l'Académie de France à Rome, et pouvant ainsi rassembler autour de lui un groupe de jeunes savants plus étoffés aussi que les seuls 2 membres de première année de l'École française d'Athènes, ainsi qu'une bibliothèque. C'est un point tout à fait fondamental. Cette étape est franchie en juin 1874. Dumont écrit alors, lettre du 29 juin, qu'il a trouvé une location pour 1 an auprès de Monseigneur de Mérode, ministre et aumônier de Pie IX, qui décède d'ailleurs, non pas Pie IX, mais Mérode, peu après, le 12 juillet, acquise en villa qu'il avait acquise en 1859. Alessandro Crebone a minutieusement reconstruit les différents passages de propriété très complexes de cette bâtisse, la Villa Strozzi sur le Viminal, dans l'ouvrage dirigé par Michel Gras et Olivier Poncet, Construire l'institution. Elle n'existe plus aujourd'hui, cette villa, puisqu'elle a été détruite pour la construction du Teatro dell'Opera. Donc maintenant, quand vous irez à l'Opéra à Rome, vous saurez que là, s'est trouvé sur ces lieux, un petit pèlerinage sur ces lieux, la première section romaine qui donnerait naissance à l'École française de Rome. Donc destruction entre 1878 et 1880, donc ça n'a pas tardé, si je puis dire. Et c'est dans son jardin donc, qu'a été prise la photo que nous avons vue. L'accès à la location de cette villa, que vous voyez ici dans un petit dessin,
présuppose déjà, et c'est un point que je trouve aussi intéressant, des relations romaines. Et Alessandro Cremano a émis l'hypothèse que le contact avec Mérode, qui était par ailleurs passionné d'archéologie, a pu trouver son origine dans les relations que Louis Duchesne, également présent sur la photo, mais je vais y revenir, avait déjà pu tisser avec Giovanni Battista de Rossi, archéologue, spécialiste des antiquités romaines chrétiennes, le découvreur des catacombes de San Callisto et de Domitille, lui-même étroitement lié à Mérode, puisque c'est Mérode qui avait acheté le terrain des catacombes de Domitille pour lui en confier l'étude en 1873. Donc il y a évidemment des liens interpersonnels qui ont permis de trouver cette nouvelle installation pour la section romaine. La Villa Strozzi ne manquait pas de charme pour accueillir ces jeunes érudits, puisque là avait été réunie pendant la période moderne une fameuse collection d'antiques, et que dans la première moitié du XIXe siècle, s'y réunissait le cercle de Lady Elizabeth et de son fils, Keppel Craven, dont l'ami, amateur d'archéologie, avait longuement voyagé en Grèce grâce à des missions diplomatiques, et à Rome, à partir de 1820, s'était lancé dans l'étude de la topographie de la campagne romaine avec Edward Dodwell et justement Keppel Craven. Et ce sont des éléments que Dumont rappelle dans ses rapports, c'est-à-dire que la Villa Strozzi, ce n'est pas n'importe quelle villa dans Rome, mais une villa dans laquelle on pouvait respirer, en quelque sorte, ce premier air d'érudition. C'est un rapport aussi qu'on va retrouver avec le Palais Farnèse, mais je vais y revenir. Alors Albert Dumont fut bientôt l'artisan donc de cette nouvelle localisation, plus prestigieuse encore, et qui devait être celle-là durable, celle au second étage du Palais Farnèse. Car s'il n'y entre pas avec l'école, c'est bien à lui que l'on doit d'avoir su négocier avec le légat auprès de la monarchie italienne, le marquis de Noailles, qui n'a pas encore le titre d'ambassadeur, qu'il prendra en 1876. Et c'est le marquis de Noailles qui signa le premier contrat de location avec les Bourbons en exil, le 27 juin 1874, contrat qui réservait une option pour l'accueil de l'école au deuxième étage, donc où elle va s'installer en décembre 1875. Alors c'est une circonstance tout à fait particulière et qui est reliée, bien sûr, à la naissance de Rome capitale de la jeune monarchie italienne. Je rappelle que le roi s'installe au Quirinal en juillet 1871. Les nations donc vont y envoyer de nouveaux légats, de nouveaux ambassadeurs à la recherche de sièges pour leurs ambassades. Des sièges pour les ambassades qui ne sont pas si faciles à trouver parce que les vieilles familles romaines, fort peu satisfaites de cette situation politique, font obstacle d'une certaine façon justement à proposer des biens pour ces locations. Et on sait combien l'opportunité de se loger au Palais Farnèse a été déterminante pour la destinée de l'école, pour son insertion dans son pays hôte et pour la continuité de ses relations aussi avec l'ambassade. En 1925, aux yeux du directeur Émile Malle, le sort de l'école, pardon, je crois l'avoir écrit, ça doit être après, le sort de l'école était devenu indissociable de celui du palais. Les membres, a-t-il écrit, ont pris le nom de Farnésiens. Ils l'ont toujours. Et ils ne s'imaginent pas ailleurs. Et il écrit encore, dans les mêmes années, le grand nom du Palais Farnèse donne à l'école de Rome un prestige, un rayonnement lumineux qui s'ajoute à ses réels mérites. Le prestige du lieu donc a soutenu la réputation de l'école et contribué à la faire connaître. De son côté, l'école, par l'engagement de ses directeurs et de ses membres, s'est constamment impliquée dans la préservation et la restauration du patrimoine exceptionnel que représente le bâtiment qu'il abrite, ainsi que dans l'étude de son architecture, de ses collections, de ses différents occupants. Ça a créé un véritable filon d'études qui a occupé très nombreux et qui occupe encore de très nombreux membres. Alors passons aux autres visages, voilà, j'allais trop vite, que l'on découvre sur cette photo. Et là, vous les reconnaissez tous maintenant, avec le nom qui est écrit. Qui sont-ils ? Donc, alors, ils sont 7 sur la photo. Ils ont entre 21 ans et 31 ans. Ils sont presque plus jeunes que les membres aujourd'hui de l'école. 2 deviendront l'un directeur de l'école française d'Athènes, l'autre directeur de l'école française de Rome plus tard. Donc sur cette photo,
de ces seuls jeunes gens, il y a pas moins de 3 directeurs d'une école française à l'étranger. C'est dire combien ces premières années ont engagé l'avenir de l'institution. Alors on reconnaît ici, d'abord je les ai regroupés, les membres de l'école française d'Athènes qui effectuent leur séjour à Rome. Ils sont 3 sur la photo. Ce sont les membres de première année, donc. De ces membres de première année, en réalité, il n'y en a que 2 sur la photo. Il y en a un dont on se demande pourquoi il est là, c'est Gustave Bloch, mais j'y reviendrai. Et on trouve donc membre de première année Othon Riemann, normalien, philologue, membre donc de l'école française d'Athènes à partir de 1874, qui passe à Rome l'année 1874-1875 comme de Juste, et qui a entrepris ensuite des recherches sur les îles Ioniennes à partir de 1876, lorsqu'il va en Grèce. Il a été ensuite professeur à la fac de lettres de Nancy, puis à l'ENS. Et à Rome, qu'est-ce qu'il fait pendant cette année ? Eh bien, il travaille sur l'œuvre de Tite-Live. On trouve également, membre toujours de première année, normalien, agrégé en 1874, Théophile Homole. Son année romaine sera consacrée aux fouilles récentes et à la vie municipale d'Ostie. Il en tire un mémoire laissé sur l'histoire, les institutions, la topographie d'Ostie, d'après les récentes découvertes, et des études sur les inscriptions d'Ostie. Il rejoint ensuite la Grèce, où Dumont l'envoie à Délos en 1876, site sur lequel il fera sa thèse, publiée dans la Béphare. Professeur à la faculté des lettres de Nancy également, il est directeur de l'école française d'Athènes, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir de 1890, professeur au Collège de France ensuite, membre de l'Académie en 1892, enfin de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, et puis de l'Académie des beaux-arts en 1910. C'est un des fondateurs de l'Union académique internationale en 1919. Et on le voit là, j'allais dire, faire le pitre étendu sur le mur du jardin de la villa Strozzi. Et puis, il y a Gustave Bloch. Gustave Bloch, c'est très intéressant parce qu'il a 26 ans, il est normalien, premier à l'agrégation de lettres en 1872. Étant alsacien, il opte pour la nationalité française. Il effectue sa première année de membre de l'école française d'Athènes à Rome, donc comme de Juste aussi, de 1873 à 1874. Et on le voit sur cette photo, où il ne devrait pas être, puisqu'il devrait être en Grèce. Il devrait être retourné en Grèce. En fait, passionné d'histoire romaine, il a conduit à Rome la première année des études sur le Sénat, particulièrement remarqué par l'Académie. Et d'une certaine façon, je dirais que c'est un membre de l'école française de Rome, la vraie, celle de 1875, avant la lettre. Pourquoi ? Eh bien parce que, en réalité, il a très peu envie d'aller en Grèce. Et préfère de beaucoup rester à Rome et continuer à étudier le Sénat romain. Dans le rapport de Léon Euzet de 1875 sur les activités des écoles françaises de Rome et d'Athènes, on lit « Les études d'antiquité romaine auxquelles M. Bloch s'est attaché dès l'année dernière, avec une préférence justifiée par le succès, l'ont empêché de s'arrêter longtemps à Athènes. Après avoir donné ainsi la preuve de sa bonne volonté à satisfaire au règlement, car il est allé quand même quelques jours, il a été autorisé exceptionnellement par l'administration, sur l'avis de l'Académie, à retourner à Rome pour y continuer dans les bibliothèques et les musées ses recherches sur les institutions romaines et particulièrement sur l'organisation du Sénat. En réalité, après cette visite de politesse à Athènes, il passe donc toute l'année 74-75 à Rome. Et puis, si je puis dire, il refait le même coup en 1875, c'est-à-dire il y va à nouveau, il tombe malade, dit pour des raisons de santé, il faut revenir à Rome très vite, et il va passer donc 3 ans à Rome. C'est un formidable, évidemment, spécialiste en son temps d'histoire romaine, où il est professeur d'histoire romaine à Paris. C'est aussi le père de Marc Bloch. Et dans sa promotion, ce que nous ne voyons pas là, donc, parce qu'ils sont à Athènes, il y avait Charles Baillet et Maxime Collignon. Alors je passe maintenant aux Romains, car contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre aux yeux simplement du décret, qui ne prévoit que le séjour des Athéniens à Rome, eh bien il y a là 4 Romains
J'entends ceux qui ne sont pas membres de l'école française d'Athènes. Les décrets de 1873-1874 relatifs à l'école française d'Athènes ne les mentionnent pas. En fait, ils sont associés à la section romaine en tant que missionnés par le ministère de l'Instruction publique en Italie. Ce sont des missions qui existent depuis longtemps, depuis à la fin des années 1830. Dans le rapport sur les activités de l'école française d'Athènes de 1874, ils sont appelés membres adjoints. Venus chacun, c'est-il précisé, avec le titre d'une mission spéciale et qui viennent ainsi, donc on dit encore, élargir la réunion de la section romaine. La section romaine, en fait, arrêtée, il y a 2 membres uniquement pour un an. Donc, alors que là, on voit qu'il y a un petit groupe, effectivement, un petit cénacle de jeunes érudits. Alors, qui voit-on là? On voit Berthold Zeller, c'est celui qui est perché sur le mur, à côté de Moll, normalien, agrégé d'histoire. Il ne reste qu'un an à Rome, en 1874-75. Il a enseigné ensuite à la fac de lettres de Paris. Et avec 2 autres de ses membres libres, on dit aussi quelquefois, présents sur la photo, Léon Cléda et Louis Duchesne, il travaille cette année-là au projet d'un catalogue du fonds de la reine Christine et d'un inventaire des documents relatifs à l'histoire de la France conservés en Italie. Léon Cléda, 23 ans, est quant à lui archiviste paléographe et passe 2 ans à Rome, 1874-75 et 75-76, donc la deuxième au Palais Farnèse avec Auguste Geoffroy comme directeur. C'est un spécialiste de littérature et de philologie médiévale. Il est chargé de missions scientifiques en Italie où il étudie les pièces sur l'histoire de France dans les archives de Rome et de Turin. Et il a été professeur ensuite à la fac de Lyon. C'est intéressant parce que, vous le savez, à partir de 1875, les membres de l'école française de Rome vont être présentés soit par l'école normale supérieure, l'école pratique des hautes études, ou bien l'école des chartes. C'est comme si l'on faisait d'une certaine façon un test, en envoyant ce premier chartiste médiéviste, et on sait quel bel avenir ensuite auront à la fois ses recrutements et ses études. Et puis enfin, les 2 plus anciens, qui sont là pour la 2e année à Rome, ce sont ceux qui sont arrivés en mission dès 1873 et qui vont rester jusqu'en 1876. Et donc devenir, à partir de 1875, à proprement parler, des membres de l'école française de Rome. Eugène Müntz, 29 ans, ils sont un peu plus âgés que les autres, 29 ans, présente un profil tout à fait original puisqu'il est licencié en droit, voit qu'il abandonne au profit de l'histoire et des langues anciennes pour se tourner vers l'histoire de l'art. Si son mémoire à l'école française de Rome porte sur les mosaïques chrétiennes en Italie du IVe au IXe siècle, c'est-à-dire qu'il s'est fait médiéviste, c'était pour les besoins de répondre à une coloration archéologique, je dirais, alors que c'est surtout un historien d'art de la Renaissance en Italie et à la cour pontificale. C'est notamment un spécialiste de Raphaël. Il a été conservateur de la bibliothèque, des archives et du musée de l'École nationale des beaux-arts après son séjour à Rome, chargé de cours à cette école, membre de l'Académie en 1893, particulièrement bien accueilli dans les milieux italiens où il a été membre correspondant des académies de Florence, de Lucque, de Milan, d'Urbino et de l'Académie de Saint-Luc à Rome, et enfin socio straniero de l'Accademia Nazionale dei Lincei. Je pense que c'est le premier des membres de l'école qui le fut. Ensuite, Louis Duchesne. Inutile de s'attarder trop sur ce personnage bien connu de l'école française de Rome pour y avoir été directeur pendant fort longtemps. Il est alors diplômé de l'école pratique des hautes études. Là aussi, on voit ces institutions qui envoient des missionnaires de l'instruction publique. Il est déjà venu à Rome une première fois 10 ans avant, en 1863-65, pour ses études en théologie. Il est licencié en lettres en 1872 et il bénéficie donc d'une mission qui l'amène à la section romaine dès 1873. Il prépare à Rome sa thèse sur le Liber Pontificalis qui est soutenue en 1877. Il a dirigé l'école française de Rome pendant 27 ans, après le second mandat de Geoffroy, de 1896 à sa mort en 1922. Académicien donc à IBL en 1888, Académie française en 1910. Ce qui est intéressant, c'est que son association à la section romaine de l'école française d'Athènes va lui permettre de voyager aussi en Grèce et en Asie mineure.
Donc on voit bien ces allers-retours dans ces années-là, une forme de réciprocité, puisqu'il se rend et il ramène une moisson de documents et d'inscriptions inédites du mont Athos, il se rend à Patmos, en Thessalie et à Salonique. Et en 1876, il effectue une mission en Sicile et en Asie mineure avec Collignon. À son arrivée à Athènes, d'ailleurs, il écrit à Geoffroy, il a une grande correspondance avec le directeur, qu'il y a été accueilli avec grand plaisir par les membres de l'école française d'Athènes, où il retrouve Bloch, et c'est là qu'il lui dit, décidément, il sera bientôt, décidément c'est moi qui le rajoute, mais enfin, il sera bientôt de retour à Rome, vous allez le revoir, dans 15 jours au plus tard il sera là, et effectivement, il passera 3 ans en Italie, il n'y a passé que quelques mois donc en Grèce à l'hiver 1875. Alors ces mêmes 3 derniers, Cléda, Duchesne, Muntz, plus Jules Martat, qui va arriver pour l'année 1875, donc, sont ceux qui vont être le premier noyau de membres au Palais Farnèse en 1875-76. Puisque Duchesne, Muntz, Cléda reçoivent, avec le décret du 20 novembre 1875, la nomination qui prolonge d'1 année leur mission à Rome. Ce que l'on remarque chez ces premiers membres de la seule section romaine, c'est la variété des profils par rapport aux membres de l'école française d'Athènes, qui, selon les textes fondateurs, sont alors des élèves de l'ENS, agrégés des classes d'humanité, d'histoire et de philosophie. À partir de 1875, ces membres de l'école française de Rome seront présentés par l'école normale supérieure, l'école des chartes et l'école pratique des hautes études, et ceci jusqu'à la réforme de 1974, qui va les sélectionner sur un projet scientifique. On note aussi, c'est important, l'inscription romaine et italienne de leurs travaux en Italie, et étant donné qu'elle est dégagée, cette étude, de l'esprit de formation pour se rendre en Grèce et en Orient, elle s'ancre immédiatement et profondément dans les archives de l'histoire, soit de l'histoire de France dans les archives italiennes, soit de l'histoire de l'Italie elle-même. Et en particulier, d'emblée, de l'histoire moderne. Vous avez vu, par exemple, le catalogue des fonds sur Christine de Suède. Cette vocation à l'histoire, donc à côté de l'archéologie, devient explicite dans le décret de novembre 1875, où l'article 1er définit l'école de Rome comme une mission permanente en Italie, qui conserve certes d'un côté sa préparation pratique des membres de l'école d'Athènes aux travaux qu'ils doivent faire en Grèce et en Orient, je cite toujours, mais qui se dédie, je cite encore, à l'étude des monuments et des bibliothèques de l'Italie. Elle intègre, aux côtés des membres de première année d'Athènes, donc 6 membres propres désormais, et ainsi, non seulement elle se détache de l'école française d'Athènes sur le plan administratif, mais elle s'en écarte aussi, je vais y revenir, sur le plan scientifique, en plaçant l'histoire en son cœur, et ceci à cause des richesses, des bibliothèques et des archives de l'Italie même. 2 mots maintenant sur cette question, comment est-ce qu'on passe, au fond, et pourquoi on passe, de ce qui est en 1873 une année de résidence romaine et de préparation pour de jeunes Athéniens à une structure de recherche propre à Rome et à l'Italie. Et au fond, quelles ont été les discussions, il y aura beaucoup à dire bien sûr sur cette question, sur la forme à donner à l'implantation romaine. Alors, il est sans doute abusif d'attribuer, comme on le fait parfois par simplification, l'initiative de la création de l'école française de Rome à un seul homme. En général, on l'attribue à Albert Dumont, un premier directeur de la section romaine. Mais comme souvent, lorsqu'est fondée une institution nouvelle, l'idée était dans l'air bien avant sa concrétisation, et son aboutissement est le fruit de la réunion de plusieurs soutiens, de plusieurs convictions, d'une convergence de vues, et souvent aussi d'un concours de circonstances favorables. L'idée était dans l'air, j'ai dit, car si on en croit le récit de fondation qu'en donna le comte Giuseppe Primoli dans la Revue de Paris pour le cinquantenaire de l'école française de Rome en 1926, c'est un récit assez piquant dont je vous recommande la lecture. C'est Napoléon III qui aurait, je le cite, songé à fonder à Rome une école française d'archéologie sur le Palatin. Et pourquoi donc sur le Palatin ? Eh bien parce que Napoléon III, pour renflouer les caisses de François II de Bourbon,
roi de Naples, détrôné par l'avancée des troupes de Garibaldi en 1860 et réfugié à Rome jusqu'à ce que cette ville soit à son tour conquise, avec l'annexion au royaume d'Italie en 1870, eh bien, pour lui rendre service, Francesco, Napoléon III lui avait proposé d'acheter l'ensemble des biens farnèses. C'était une bonne idée, bien passée, vous vous en souvenez sans doute, à cette branche des Bourbons, au moment de l'extinction de la famille Farnèse, à la mort du duc de Parme, Antonio, en 1731, est parvenu à Charles, fils d'Élisabeth Farnèse, restée héritière du patrimoine familial, et de Philippe V, roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, ce Charles, donc son fils, devenu roi de Naples à la faveur de la guerre de succession de Pologne en 1734. C'est une affaire un peu compliquée, on a toujours du mal à expliquer ce passage des Farnèse aux Bourbons. Et alors, donc, ces Bourbons ont dans leur patrimoine propre, c'est ça qu'il faut comprendre en fait, tous les biens Farnèse. Et Francesco II, dans ce moment difficile pour lui, qui est cet exil de Naples, aurait bien été content d'en vendre quelques-uns de façon à pouvoir avoir les moyens de subsister, sa famille, la cour, etc., tout ce petit monde en exil. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas vendre ces biens Farnèse parce qu'ils étaient liés par un fideikommis, c'est-à-dire une protection du patrimoine qui en empêchait la dispersion depuis le XVIe siècle. Et seul le pape avait la possibilité de lever cette servitude du fideikommis sur les propriétés farnèses, ce qu'il fait pour rendre service donc à Francesco II le 16 avril 1861. Mais, car il y a un mais, il s'oppose en revanche à la vente du palais Farnèse à un tiers, réservant donc qu'elle puisse parvenir à la chambre apostolique. In fine, par conséquent, Napoléon III ne peut pas acheter tous les biens Farnèse comme il en avait fait le projet, et il n'achète que les jardins du Palatin. Satisfaisant ainsi en son goût pour l'archéologie et à son goût pour Jules César, et il chargea à ce moment-là Pietro Rosa des fouilles dont il vient admirer les résultats, en particulier les fresques de la maison de Livy que l'on venait de retrouver en janvier 1870 en revenant d'Égypte. Vous voyez ce concours de dates, de circonstances aussi. Mais vint la guerre franco-prussienne, la défaite, et le souverain fut déchu. Primoli conclut, le projet d'une école française de Rome, à l'instar de l'école d'Athènes, fut repris sous la République par Albert Dumont, ça c'est assez amusant, à qui Madame Cornu avait confié le rêve de Napoléon III. Madame Cornu, c'est Hortense Lacroix, filleule de la reine, élevée avec le futur Napoléon III. Et donc, ce sont par ces chuchotements de famille, dans la famille, que cette idée aurait été reprise. Alors, l'anecdote est piquante et on pourrait dire, comme les Italiens, c'est non è vero, ben trovato. Parce que ce rêve devait se réaliser effectivement 3 ans après la mort de l'empereur, en janvier 1873, dans le palais Farnèse qu'il n'avait pas pu acheter. Moi, je trouve que cette histoire est très intéressante par une espèce de destin qui appelait cette école française de Rome au palais Farnèse. Plus sérieusement, le récit souligne combien les bouleversements causés à la fois au tout début des années 70 par les conséquences de la guerre franco-prussienne et par l'unification italienne ont conditionné la création de l'école de Rome et les premiers temps de son existence. Alors, comme l'a écrit Michel dans le livre « Construire l'institution », l'école française de Rome, l'établissement, fait-il, s'est construit à la fois en regardant vers la science allemande du XIXe siècle et vers le partenariat avec la Nouvelle-Italie. Alors, on peut dire vers la science allemande dans un contexte de forte rivalité, on l'a vu aussi tout à l'heure, franco-allemande, et très certainement vers le partenariat avec la Nouvelle-Italie, mais dans un contexte tout à fait nouveau des relations entre la France, la République, donc après la chute de l'Empire, et l'Italie, le jeune État monarchique unifié. Et ce sont peut-être, me semble-t-il, mais ça Michel me le dira, il le sait mieux que moi, les aspects les moins étudiés de cette histoire, le versant le moins étudié de cette histoire. Alors le récit de Primoli se termine par la mention d'une lettre d'Émile Burnouf, directeur de l'école française d'Athènes, à Jules Simon, celle qui aurait finalement emporté la décision de Thiers d'approuver le décret du 25 mars 1873. Si l'on résume le propos de Primoli, Dumont fut l'initiateur de la proposition et Burnouf le soutien institutionnel de poids qu'il emporta.
Alors Olivier Poncet a étudié cette querelle des origines, l'irritation d'Émile Burnouf après le discours d'hommage funèbre à Albert Dumont de Georges Perrault en 1884, qui le fait réagir par une lettre à Jules Simon, où il écrit « Personne n'a le droit de dire qu'un autre que moi ait conçu le projet et en est avec vos têtes décidé l'exécution. » Voilà. Et d'après ses papiers, il aurait parlé d'abord à Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique de Napoléon III, de réformer le séjour de 3 mois en Italie des membres de l'école française d'Athènes, qui était un simple itinéraire sans guide et sans conseil, pour le prolonger jusqu'à 1 an avec un enseignement de préparation. Et donc, dès avant la défaite française, et puis il reprend son projet à l'été 1872, après l'interruption de la guerre, en s'adressant à Jules Simon, en particulier dans un rapport daté du 7 août, qui est ce projet de modification apporté au régime de l'école d'Athènes. Mais cette fois-ci, dans un tout autre contexte, ce contexte, on l'a vu, de la cessation des activités de l'Institut de correspondance archéologique, qui devient un institut allemand, et cette rivalité franco-allemande. Je le cite ici, c'est un autre passage qui fait écho à celui cité par Véronique tout à l'heure. Hein. On écrit « L'Allemagne, en s'annexant à l'Institut de Rome, n'a pas manqué d'y joindre une succursale à Athènes. L'Italie et la Grèce sont indispensables l'une à l'autre, mais l'Italie possède pour l'étude un nombre infini de monuments et des ressources de toute nature que la Grèce ne possède pas. Il est très difficile aux membres arrivant à Athènes de se mettre au courant de la science. Souvent, leur première année n'y suffit pas. On n'a pas ménagé la transition entre l'école normale et celle d'Athènes. C'est à Rome seulement que peuvent se former nos jeunes érudits. Si nous avions dans cette ville une sorte de succursale, comme les Allemands en ont créé une à Athènes, notre condition serait meilleure que la leur, parce que la préparation se fait plus facilement à Rome et difficilement en Grèce, tandis que c'est en Grèce et en Asie que doivent s'exécuter les recherches spéciales. On ne peut être plus clair. Alors c'est dans ce contexte aussi qu'interviennent d'autres hommes comme Félix Ravesson, conservateur au Louvre, et également Albert Dumont, donc rentré en France, et comme en témoigne la correspondance régulière qu'il entretient alors avec Burnouf, chargé de chercher à Paris tous les appuis possibles pour ce projet, et désigné par Burnouf lui-même pour tenir le cours d'archéologie à Rome. Et Albert Dumont, comme on l'a vu, s'est fait le promoteur de ce projet, aussi bien pour obtenir la signature du décret que pour implanter l'école à Rome sur son terrain. Alors, il n'avait sans doute pas exactement la même idée au départ de ce que cette succursale devait être. Dans une note adressée à la demande de Ravesson au ministre Jules Simon sur le projet romain, Dumont évoque, je le cite, « une école préparatoire d'archéologie et d'histoire de l'art », mais avec 3 membres propres en plus des membres de première année de l'école française d'Athènes. Alors que pour Burnouf, la finalité reste exclusivement athénienne. Et par conséquent, la première étape du projet, le décret de 73, ne retient pas cette option. Dumont y revient et plaide auprès du directeur de l'école française d'Athènes en janvier 1875 pour, je cite, « des membres spéciaux à Rome qui feraient des travaux romains », comme les missionnaires accueillis dès 1873, mais en gardant une seule école. Et assurément, cette ouverture aux travaux italiens et romains a été dès le début un atout de premier plan et même indispensable pour l'insertion de l'école dans son pays hôte. Une école à Rome, même dans le giron de celle d'Athènes, n'était pas sans créer des perplexités ou des inquiétudes. Celle d'Adolphe Thiers lui-même, pour commencer, hein, qui répondit d'abord, il refusa de signer le décret en répondant Rome avant Athènes, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Mais si l'on suit Primoli, ces réticences venaient aussi de l'idée qu'une seconde académie française installée à Rome, par rapport à la Villa Médicis, aurait pu mécontenter le gouvernement italien et laisser craindre une perte de prestige de la Villa Médicis. Et c'est là aussi, il faudrait rentrer dans le détail des relations interpersonnelles, parce que Adolphe Thiers était très ami avec la comtesse Adèle d'Affry, veuve de Carlo Colonna, donc lien avec la noblesse romaine, qui faisait du dessin de la sculpture à la Villa Médicis et qui a exposé sous le pseudonyme de Marcello. Alors, il s'était toutefois convaincu et écrivait à son secrétaire, Barthélemy Saint-Hilaire, le 23 mars 1873, « Mon cher ami, répondez à M. Burnouf que je suis tout à fait converti à l'idée d'une année à Rome avant d'aller en Grèce. Il est plus naturel de descendre un fleuve que de le remonter quand on veut bien étudier son cours. On le voit naître, grandir et finir.
Après la métaphore de la charrette, on a celle de la navigation fluviale. Mais on peut aussi le remonter de son embouchure à sa source, et on finit aussi par le connaître en le prenant à rebours. Ainsi d'ailleurs, nous n'avons pas le choix, puisqu'à Rome, on a tous les moyens d'étude, qu'à Athènes, on n'a rien. Je vais par conséquent donner les ordres nécessaires. Une autre inquiétude était ce qui va advenir, c'est-à-dire le détachement de la section romaine de sa matrice athénienne. L'école unique était bien la position de Dumont au départ, dans les premiers temps. Dans une lettre à Burnouf, 12 avril 1973, au lendemain donc du premier décret, il revendique la justesse de l'expression succursale d'Athènes, pour parler de cette section romaine. Ce titre, écrit-il, nous rattache à Athènes et met en garde contre une déviation romaine des études contre laquelle je lutterai. Il y aura à faire. Je montre clairement que la nouvelle création... ce titre. Il montre clairement que la nouvelle création est l'œuvre du directeur d'Athènes et cela est bon à mettre dans les esprits. Dans le même sens, à la fin de l'année 1874, l'auteur du rapport sur les activités de l'École française d'Athènes à l'Académie écrit « L'école est destinée sans doute à s'appeler désormais École de Rome et d'Athènes ». Ça pourrait nous donner des idées. Le programme de formation dont le contenu, dont a parlé Véronique, dont le contenu est discuté à la IBL, était aussi un sujet de discussion. Est-ce qu'il fallait que ce soit qu'un cours d'archéologie? Quelle allait être la place de la philologie? Et avec à l'Académie des débats sur le fait que des membres séjournant 1 an à Rome ne pouvaient pas rester étrangers aux manuscrits que renfermait la bibliothèque du Vatican. Globalement, les opinions étaient très vite favorables à la jeune école de Rome. C'est un point jugé très positivement, a été aussi, comme on l'a vu déjà, le rapprochement avec les pensionnaires de la Villa Médicis. Mais le temps passe et je dois passer plus vite. Je m'arrêterai finalement sur ce dernier point essentiellement. Avec le décret de novembre 1975, on voit que des différences s'esquissent dans les itinéraires et les trajectoires que vont prendre les deux écoles. D'une part, les Athéniens à Rome, comme je vous l'ai dit, vont rester rattachés à la Villa Médicis et non pas venir avec les Romains au Palais Farnèse, ce qui va créer évidemment une distension du lien. D'autre part, dans son rapport aussi à l'Académie, Léon Euzet, en 1875, recommandait, puisqu'il en était ainsi, et que l'école de Rome avait pris son autonomie, de marquer désormais des différences. Pour les Romains, disait-il, les questions d'archéologie exclusivement romaines, les études de paléographie qui exigeraient un séjour prolongé en bibliothèque. Pour les Athéniens, qui ne devraient pas s'attarder à ces questions, mais au contraire seulement se préoccuper d'élargir leur préparation archéologique par la connaissance indispensable des antiquités étrusques et romaines, mais choisir des travaux qui les prépareraient à la Grèce. Et ceci, écrivait-il, pour maintenir une harmonie entre les deux écoles, en leur faisant, je le cite encore, produire des fruits qui leur soient propres. Une vision, dont vous voyez, qui tendait à éloigner, à faire prendre deux voies différentes nos écoles. Et puis, c'est Georges Perrault, dans le rapport de l'année suivante, en 1876, qui insiste le plus sur ces différences qui commencent à se marquer et qui vont s'accentuer au cours du temps, dit-il. À première vue, il écrit « La condition des écoles paraît presque pareille. Si on y regarde de plus près, on voit déjà s'annoncer par certains traits la physionomie originale et particulière de chacune d'elles est appelée à prendre et qui se marquera de plus en plus avec le temps. Du côté de Rome, quelque chose de plus varié dans les recherches et les travaux. Pourquoi ? Parce que les jeunes gens écrits qui composeront l'école de Rome auront des origines et des habitudes d'esprit plus différentes. Aussi parce que l'Italie a vu se succéder plusieurs grandes civilisations et que cette sédimentation des traces du passé, des monuments en Italie, va appeler le concours du regard de l'antiquisant, du médiéviste, du moderniste et bientôt du contemporanéiste. En Athènes, en revanche, sera une école plus homogène. Elle formera un ensemble plus homogène par la formation des membres qu'elle reçoit et par une méthode, un même esprit, une même méthode. Où l'érudit, sans jamais sacrifier, écrit-il, à l'exactitude scientifique, à un effet de style, tâchera pourtant de rester toujours un écrivain. On s'en est un peu éloigné quelquefois aujourd'hui.
L'école, aussi, précise-t-il plus loin, d'Athènes aura un autre caractère qui la distinguera toujours, ou du moins longtemps encore. Il écrit « Sentinelle avancée de la science, elle a choisi son poste à l'extrême limite de l'Europe orientale. » Et par là même, donc, elle se trouve sur des terres à exploiter, visiter les îles turques aussi, c'est-à-dire aller toujours plus loin vers l'Orient, les îles turques d'Europe, la Turquie, d'Asie. Et bientôt, peut-être, dit-il, ces membres ne se contenteront plus de parcourir en curieux, comme l'ont déjà fait plusieurs d'entre eux, la Syrie, la Palestine, l'Égypte. Ils y chercheront des sujets d'étude et de mémoire. Et ce qu'il écrit, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que il dit du côté de l'Italie, quand il y aura des fouilles à faire, elles seront presque toujours entreprises par les savants du pays. C'est exact. Pourvues des ressources et armées des droits de l'État. Il en est autrement dans les pays d'Orient et en Turquie. Car là, écrit-il, pour peu qu'il sache s'y prendre, l'étranger obtient presque toujours de la distraite indifférence du pouvoir la permission de risquer dans une campagne de fouilles sa fortune et sa santé. Voilà finalement deux profils, hein, aussi, ça distingue deux profils de membres avec un certain écart. En conclusion uniquement, parce que sinon je suis vraiment beaucoup trop longue, je conclurai uniquement sur 2 ou 3 mots sur l'insertion dans les milieux romains de cette première école qui, je crois, demande encore à être approfondie. Là encore, dans un rapport de l'AIBL en 1874, il est souligné que la section romaine, je cite, a très bien réussi à se concilier l'estime et l'utile concours de la société savante au milieu de laquelle la confiance de l'État l'appelait à vivre. Alors il faudrait comprendre par quels moyens. Et des recherches donc sur les relations sociales et savantes tissées à Rome et en Italie par les premiers directeurs, ça a été fait en partie, par les premiers membres, et la façon dont elles ont facilité, favorisé ou réorienté les travaux engagés sur le terrain serait tout à fait importante à entreprendre de façon plus approfondie. Il est certain, par exemple, que Homole, pour ses études sur Ostie, a dû obtenir des facilités du directeur des fouilles, Pietro Rossa. On connaît aussi les rapports de Duchesne avec Desros. Leur correspondance commence en 1873. Elle commence comment ? En novembre 1873, par une demande de Duchesne à Desros, qui lui demande s'il veut bien écrire pour lui une lettre de recommandation pour accéder à la bibliothèque Chigi, où le bibliothécaire exige une recommandation d'une personne connue de la famille. Si je cite cet exemple, c'est parce que c'est un parmi sûrement des dizaines ou des centaines. Les archives, les bibliothèques à Rome n'étaient pas ouvertes comme elles le sont aujourd'hui. On pouvait y accéder, mais il fallait pour cela passer par des protections, des recommandations, et c'est une chaîne donc d'accès à la ressource sur le terrain. Et donc certes, les traces du passé italien ont orienté la destinée de l'école française de Rome, mais aussi ses savants et sa société. Et c'est à la fois une société de savants et aussi une société mondaine. Et c'est la raison pour laquelle le rôle des directeurs, des premiers directeurs, est à ce point différent du nôtre aujourd'hui, hein, puisqu'il fallait, auprès des deux Roms, je dirais d'ailleurs, celle installée au Vatican et celle installée au Quirinum, et qu'il fallait ménager, se gagner des amis, des protecteurs. Et c'est grâce à ces liens, d'ailleurs, que les premières fouilles, comme l'on sait de l'école, ont pu être entreprises en Étrurie sur les terres des Torlognes, sur des terrains privés. Et donc ce n'est pas seulement dans les salles sombres des bibliothèques et des archives, au cœur des lieux de savoir de la Rome capitale, qu'il faut chercher les ferments de l'épanouissement de ces travaux, mais aussi dans les salons romains. Et je pense à des personnages, par exemple, comme la comtesse Ersilia Caetani Lovatelli, membre de l'Institut de correspondance archéologique depuis 1864, première femme à entrer à l'Académie des Lincei en 1879, et qui tenait salon ouvert à tous les lettrés et chercheurs dans la plus belle tradition du XVIIIe siècle. Voilà donc, en 1876, dans son premier rapport, le directeur Auguste Geoffroy soulignait le bon accueil que lui ont fait les Italiens. Il écrivait, et je reprendrai en conclusion ces mots, « Pour payer sa dette de gratitude particulière envers ceux qui l'ont si bien accueilli, elle compte sur l'incontestable hommage que ses propres travaux ne manqueront pas de rendre aux richesses scientifiques, mais aussi à l'activité intelligente, à l'énergique renaissance de l'Italie.
S'il est vrai, comme on l'a souvent répété, que l'alliance entre ces deux peuples soit plus naturelle et plus souhaitable que tout autre, il est aussi que le succès d'une fondation telle que l'École française de Rome est de nature à en préparer les voies. C'est encore 150 ans plus tard, à faire vivre l'amitié franco-italienne par la collaboration scientifique que s'emploie l'École française de Rome, et elle continue de travailler avec ses partenaires dans un esprit chaque jour renouvelé de reconnaissance, d'estime et d'admiration. Merci pour votre attention.